Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par découvrir un nouvel épisode de notre série. Vous le savez, la famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Au programme aujourd'hui, l'utilisation par les petits comme par les plus grands des moteurs de recherche en ligne. Et puis elle a une idée derrière la tech. Milly Aday est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler de l'importance de guérir de son enfant intérieur en tant que parent ou encadrant. Et puis, c'est notre question du jour. Le numérique au service de l'homme. Voilà notre sujet d'émission. Il sera un progrès que s'il respecte des règles strictes vis-à-vis de son déploiement. C'est en tout cas l'approche que défend notre invité. Il s'appelle Guy Mamoumani. Bonjour Guy. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes entrepreneur, business angel, professeur en école de commerce aussi, auteur du livre Pour un numérique humain, dont on va parler dans un instant, juste après le focus. On commence donc par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire le Clémy. Au programme aujourd'hui, vous allez voir qu'Erwan maîtrise très bien les moteurs de recherche. Mais d'où vient donc ce talent? Réponse tout de suite. Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci papa. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt? Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur. Installez un contrôle parental et accompagnez vos enfants dans leur recherche sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait boum et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Ses rôles de président du Syntec numérique et de vice-président du Conseil national du numérique ont sans doute renforcé sa conviction d'un besoin absolument urgent d'une culture numérique en France, d'un numérique humain aussi, qui permette à la fois de comprendre ce qui se joue dans notre époque et d'agir pour demain. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Il est donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler. Guy Mamoumani, entrepreneur, business angel, professeur en école de commerce, auteur de ce livre Pour un numérique humain. À la fin de l'année 2022, Guy, une sorte de raz-de-marée déferle complètement sur le monde. Son nom, ChatGPT, il dépasse alors tout ce qu'on avait connu évidemment auparavant, et notamment dans les écoles supérieures et dans les écoles collèges et lycées. Des voix s'élèvent alors pour alerter sur la menace que représente ce nouvel outil. On en a parlé longuement ici dans l'émission. À ceux qui disent que cette vague ne passera pas, vous leur répondez, mais non, mais il vaut mieux la surfer. Bah écoutez, c'était une excellente synthèse du chapitre concernant l'éducation. Bon. Oui, d'abord, il faut rappeler que l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années, hein, ce n'est pas neuf. Mais en effet, en octobre 2022, on a eu ce raz-de-marée avec ChatGPT. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir vu la réaction, en particulier de Sciences Po, par exemple, hein, qui était l'interdiction de ChatGPT. Voilà. C'est ça, comment vous avez réagi? Voilà, exactement. C'est même un peu l'origine de l'écriture de ce livre. C'est, on a commencé par les interdictions de smartphones à l'école. On a même vu là un maire interdire l'utilisation des écrans dans les rues, autour des écoles. Tout ça m'a interpellé parce que justement j'avais une expérience en tant que professeur de mathématiques dans les années 80, hein, en lycée. Voilà, en lycée professionnel, hein, où on avait introduit les calculatrices programmables. Et alors c'était intéressant parce que c'était exactement les mêmes réactions. Il s'agissait d'interdire. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on pouvait les utiliser comme des outils pédagogiques. Et je crois que ça, c'est la bonne réaction. Et d'ailleurs, j'avais été formé
à l'utilisation des calculatrices programmables comme outil pédagogique. Et j'ai vu des élèves plutôt en difficulté faire des choses extraordinaires grâce à ces calculatrices. Pour vous, la calculatrice, effectivement, aussi décriée et critiquée à l'époque que ChatGPT l'est aujourd'hui, en fait, c'est le même combat? C'est exactement le même combat. Si vous voulez, vous avez d'un côté les partisans de l'interdiction, qui est ridicule, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un raz-de-marée, pas la peine de lutter, il vaut mieux apprendre à surfer. Et puis de l'autre côté, des gens qui se disent, attendez, mais c'est un outil magnifique, que ce soit d'ailleurs le smartphone ou l'intelligence artificielle. Et c'est amusant parce que moi, en tant que professeur dans des écoles de commerce, alors j'enseigne un peu la transfo digitale, mais au bout du compte, je demande la création d'une start-up virtuelle. Et j'impose l'utilisation de ChatGPT, enfin, ou de l'intelligence artificielle générative, vous voyez. Donc j'inverse cette idée qui consiste à interdire, mais il y a une condition qui fait partie des 8 conditions, évidemment, c'est la formation des enseignants. On ne peut pas reprocher à des enseignants de ne pas utiliser ces outils si on ne les a pas formés. Or, je crois que ça doit être la mère de tous les combats. Voilà. C'est pour ça qu'ils en ont peur aujourd'hui, Guy. Mais évidemment, comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde, hein. Alors, je raconte une anecdote que je trouve assez intéressante parce que, puisqu'on est dans School TV, là, mon père était instituteur dans les années 70-80. Et lui, il avait vu l'introduction des maths modernes. Ça avait été effrayant pour tous les instituts à l'époque. Hein. Une nouvelle manière d'enseigner les maths. Et puis même une nouvelle discipline, les maths modernes, c'est pas le calcul, hein, les ensembles, l'intersection, la réunion, tout ça. Et lui, qui avait près de 50 ans à l'époque, était totalement allergique à tout ça. Et ben, il s'est formé. Et je me rappelle, j'avais 10 ans, et je l'aidais à se former, parce qu'il n'avait pas de formation. Et pourtant, la formation des enseignants devrait être une priorité absolument importante. Et j'ai vu avec regret la suppression des écoles normales, par exemple, Ouais. et finalement la diminution de ces formations qui pourtant sont vitales. Qu'est-ce que tout ça, ça montre, Guy, de l'état de notre système éducatif en France? Ça montre qu'on n'a pas compris que c'est la formation des enseignants qui était prioritaire. Ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres sujets qui sont totalement secondaires. Hein, On dévie le regard? Pardon? On dévie le regard? Oui, on Sur des dévie le choses regard. On devrait revaloriser cette profession. Je crois que c'est très important. Et ensuite, mettre un focus particulier sur la formation des enseignants. Et maintenant, ça devient presque une urgence avec l'avènement du numérique et de l'intelligence artificielle. Comment peut-on imaginer de faire de l'enseignement sans en tenir compte? C'est pas possible. Comment vous l'utilisez? Parce que vous me racontiez justement tout à l'heure que vous imposez même l'intelligence artificielle à vos élèves en cours, dans le cadre de création d'entreprises fictives, hein, c'est ça? C'est exactement ça, Comment en ça effet. se passe? Alors eux, ils sont souvent très étonnés parce que ils sont tellement habitués à ce qu'on leur interdise l'utilisation de l'ordinateur, des smartphones, ça, même en école de commerce. Hein, c'est assez étonnant qu'un prof qui arrive en disant exactement l'inverse, ça les déstabilise. Mais très vite, ils s'aperçoivent de la performance, de la productivité gagnée. Vous savez, mon cours dure 30 heures. Ils doivent passer 3 heures pour créer leur entreprise. Donc, ils ont intérêt à faire très, très vite. Hein, et après, à la présenter. Hein, comme si j'étais un business angel, en fait. Hein. Et en gros, ce qui paraît peut-être impossible en termes de création d'entreprise, en 3 heures, on arrive à faire des choses exceptionnelles grâce en particulier, pas que ça, hein, mais grâce en particulier à l'utilisation de ces outils. Depuis la loi du 3 août 2018, Guy, le portable est interdit dans les écoles et les collèges. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction? Et au-delà de ça, est-ce qu'une interdiction, ça n'a jamais autant de sens que l'éducation et la pédagogie? C'est un peu ce que vous nous dites? Ça m'a effondré parce que j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Michel Blanquer, hein, qui est un... C'est lui qui a imposé cette réforme. Oui, et c'est lui qui a aussi mis la formation au développement à l'école primaire, qui a créé le CAPES d'informatique, l'agrégation d'informatique, tout ça a été formidable. Et puis, badaboum, il a cédé au populisme ambiant. Évidemment, il a été soutenu par 95% des parents d'élèves, hein, qui considèrent qu'avoir un smartphone à l'école, évidemment, ça distrait. Le professeur est perturbé, mais tout ça est évident, c'est vrai. Ouais. Mais c'est tellement facile de dire ça, et c'est tellement plus intelligent de se dire que c'est un outil extraordinaire entre les mains. Vous savez qu'il y a, je crois, 80 ou 90% des collégiens, par exemple, qui ont un smartphone. Et encore, vous savez, je crois que je le raconte dans mon livre, en tant que grand-père, j'ai soutenu mon fils quand il a interdit l'utilisation de l'écran à ma petite fille jusqu'à l'âge de 12 ans.
Bah, donc, vous voyez, je ne suis pas un inconditionnel, mais il faut être responsable, il faut être raisonné. Quand vous avez un professeur avec des élèves, il peut avoir une pratique pédagogique intégrant finalement le smartphone. D'ailleurs, je cite une start-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Modco. Vous savez, Modco, comme on a mode collège, comme on a un mode avion. Donc vous arrivez en classe, vous appuyez sur cette touche, et là, c'est le professeur qui contrôle les smartphones. Et ça neutralise tous les réseaux sociaux, par exemple. Par exemple, si le professeur le décide, parce que même les réseaux sociaux peuvent avoir un intérêt pédagogique. On peut faire des tas de choses formidables. J'ai vu des expériences extraordinaires, par exemple, d'échanges entre classes avec l'utilisation des réseaux sociaux. Mais évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment, à n'importe quelle heure. Et pendant que le prof parle, on ne va pas commencer à aller échanger avec sa copine, non, ou son copain. Donc non, je pense qu'il faut le contrôler, mais ça peut être un magnifique outil entre les mains des enfants, mais qu'il va falloir former. Mais alors, de quoi l'école a-t-elle peur, Guy? Parce que c'est un peu... Quand je lis votre livre, je me dis, mais est-ce que l'école, aujourd'hui, elle a peur d'être bousculée ou de ne pas savoir suivre, quelque part, les innovations technologiques qui bousculent un peu notre pays? Alors, vous savez, mon épouse est inspectrice d'éducation nationale. Et elle m'a un peu engueulé sur le paragraphe sur l'éducation. Parce que j'ai parlé un peu de paresse des enseignants. Ce mot, elle ne l'a pas digéré. Je comprends, mais c'est un peu provocateur. C'est la même question que sur les calculatrices. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, eh bien, c'est plus facile d'interdire. C'est pareil pour les écrans. Et quelque chose qui m'a interpellé, pourquoi j'ai parlé de paresse entre guillemets, parce que franchement, les derniers à être paresseux, ce sont bien les enseignants. Mais lorsque vous avez un examen et que, évidemment, vous dites « j'interdis parce que ChatGPT va le faire ». Alors, il y a un certain Alain Goudet, qui est professeur en école de commerce à Neoma, qui a dit « si ChatGPT réussit l'examen, il faut changer l'examen ». Et c'est là qu'il y a un effort à faire. Donc, en fait, il faut totalement réinventer sa pédagogie, réinventer son entraînement, réinventer ses examens, parce que nous avons maintenant ces outils. Et surtout pas les interdire. Le verdict est sans appel. Je fais un lien avec le choc PISA, qui n'a toujours pas eu lieu en France, vous le savez. C'est ce que révèlent en tout cas les résultats qui ont été publiés le 5 décembre dernier. Le niveau général des petits Français est en baisse. Les inégalités scolaires, elles sont en hausse et de plus en plus nombreuses. Comment on y est arrivé là, Guy? Est-ce que vous pensez que c'est quelque part un peu la faute à l'utilisation ou la non-utilisation du numérique dans les écoles? Non, je pense que ce n'est pas du tout le sujet. En l'occurrence, alors ma femme l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Si vous voulez, vous avez PISA, finalement, qui est une évaluation qui a été définie par certaines personnes, et en général, pays asiatiques ont fait la formation nécessaire à réussir au mieux ces examens. Alors évidemment, nous, on a du retard. Pour. Oui, exactement. Alors qu'il y a d'autres qualités qui sont mises en évidence, justement, par notre éducation à nous. Alors je voudrais dire une chose, ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on dit par exemple que quand on a introduit les calculatrices, les enfants, on ne savait plus compter. Là, je conteste totalement. Vous voyez, ça, c'est une sorte d'évidence que je conteste totalement. C'est ce qui a été dit à l'époque, effectivement. Voilà. Alors que c'est exactement l'inverse pour moi. Parce que avant d'utiliser la calculatrice, je les forçais à connaître leur table de multiplication. Oui. Contrairement aux idées reçues. Pourquoi, vous direz, c'est plus la peine, puisqu'on va faire des tables de multiplication sur la calculatrice? Eh bien, tout simplement parce que la notion d'ordre de grandeur est absolument vitale. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez à faire 2514 fois 7418, n'importe quoi. Vous trouvez au hasard 3 milliards 240. Vous dites, c'est pas possible. Parce que 2000 fois 7000, ordre de grandeur, c'est 14 millions. Vous voyez? Et donc ça, c'est des notions qu'il est absolument nécessaire d'apprendre. Et c'est le contraire pour moi. Je les forçais à apprendre leur table d'application pour utiliser la calculatrice. Et je peux continuer comme ça sur toutes les notions mathématiques, sur sinus carré plus cosinus carré égale 1 ou autre théorème de Thalès. Vous n'utilisez la calculatrice que si vous dominez ces notions-là. Eh bien, on va essayer de continuer à dominer le numérique à l'école dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. L'image et vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
250, 180, 250, 310. Et on est de retour en plateau avec notre invité, toujours Guy Mamou-Mani, auteur de ce livre Pour un numérique humain. Juste avant de reprendre nos discussions, Guy, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly, aujourd'hui, on va voir avec vous comment guérir de son enfant intérieur en tant que parent et encadrant. Alors là, j'apprends un truc et je vous laisse me dire de quoi il s'agit. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et dans notre chronique, on va donc voir comment, du coup, guérir de son enfant intérieur et comment ça peut impacter, du coup, notre vie en tant que parent et encadrant. On va le voir ensemble. Si on ne guérit pas de notre enfant intérieur, il y aura des conséquences très problématiques. Alors, Milly, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers comme moi avec ce concept, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors, c'est un concept qui est très utilisé en thérapie. L'enfant intérieur a pris son essor dans le monde des thérapeutes au cours des années 1980. Parmi les pionniers, il y a le célèbre couple de psychologues et analystes, Hall et Sidra Stone. L'enfant intérieur, en fait, c'est la partie de nous qui conserve les souvenirs, les émotions brutes, les désirs profonds de notre enfance. C'est la version la plus vraie de nous-mêmes qui est remplie de curiosité et d'innocence. Cependant, il peut y avoir également des cicatrices et des blessures qu'on a subies et qu'on va transporter avec nous dans le monde d'adulte. Alors justement, comment est-ce que ça influence notre vie en tant que parents et même encadrant d'enfants? Alors, nos expériences de jeunesse ont un impact durable sur notre développement personnel. Lorsque notre enfant intérieur est blessé, il peut influencer nos choix, nos peurs, nos comportements et même notre estime de soi à l'âge adulte. Prendre conscience de cette partie nous permet de mieux comprendre nos réactions dans certaines situations et parfois même on voit que les adultes qui sont en perte de sens dans leur activité professionnelle vont prendre un rendez-vous de bilan de compétences où on va leur dire replongez dans votre enfant intérieur pour renouer avec les activités et les plaisirs qu'on aimait quand on était enfant. Concrètement, comment est-ce que ça impacte justement ce rôle qu'on a d'enseignant, de parent au contact d'enfants? Du coup, lorsqu'on est parent ou encadrant, notre propre enfant intérieur peut influencer notre manière d'éduquer les enfants. Les schémas comportementaux qu'on a développés dans notre enfance peuvent se répercuter sur notre façon de communiquer, d'établir des limites ou de gérer même les émotions de nos enfants. De manière concrète, si j'avais la phobie des mathématiques, étant enfant, sans m'en rendre compte, je peux transmettre cette phobie par mon attitude, par ma manière de dévaloriser cette matière, sans même m'en rendre compte. Donc en guérissant notre enfant intérieur, on devient plus conscient de ces schémas et on peut les modifier pour offrir à nos enfants un environnement plus sain et plus aimant. Alors comment on fait pour en guérir justement, Milly? C'est la grande question. Ouais, la première étape, c'est vraiment la prise de conscience par l'introspection. Tout d'abord, un petit exercice, il suffit de prendre le temps d'écrire sur une feuille tous les éléments clés de notre enfance qu'on a vécu. Et si besoin, n'hésitez pas à solliciter vos proches ou des personnes de votre entourage si des passages vous semblent flous. Ensuite, quotidiennement, écoutez les signaux de votre corps pour savoir ce qui provoque du coup un sentiment de bien-être ou un sentiment de mal-être. Il faut vraiment prendre soin de notre enfant intérieur comme si on le faisait avec un autre enfant et en essayant de comprendre la provenance de ces signaux en lien avec notre enfance, on pourra petit à petit rétablir le lien en se pardonnant et en se rassurant. Alors ça, c'est pour nous en tant que parents ou encadrants, mais comment est-ce qu'on peut aussi aider nos propres enfants à guérir leur propre enfant intérieur? Alors, il est essentiel d'écouter
écouter nos enfants avec empathie, c'est le mot-clé. Lorsqu'ils expriment leurs émotions ou leurs préoccupations, on va éviter de minimiser leurs sentiments, les encourager à identifier leurs émotions et à les exprimer. Et ensuite, on peut leur apprendre des techniques de gestion émotionnelle comme la respiration profonde, la médiation ou l'écriture du journal intime. Je vous laisse le mot de la fin, Émilie. Le mot de la fin, vous l'aurez compris, c'est important de guérir de notre enfant intérieur, aussi bien pour nous que pour nos enfants, afin de ne pas projeter nos propres blessures sur les enfants. Guy, est-ce que vous connaissiez cette chose de l'enfant intérieur? Je ne connaissais pas, mais je trouve ça absolument passionnant. Et je crois que l'exemple que vous avez donné sur la phobie des mathématiques, que je déteste évidemment en tant qu'ancien professeur, je pense qu'il n'y a personne qui est nul en maths, comme on le dit. Peut-être c'est une explication très intéressante. Eh ben justement, on continue à en parler. Merci mille fois en tout cas, Amélie. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. On a parlé de l'école en première partie avec vous. Guy, entrepreneur, business angel, professeur en école de commerce. Vous avez plein de casquettes. Guy, c'est difficile de vous définir, mais vous venez aussi et surtout nous présenter ce livre pour un numérique humain. L'école, on en a parlé en première partie. Je voudrais vous parler de l'enseignement supérieur maintenant. Parce que vous écrivez dans votre livre la chose suivante au sujet de l'école 42. Vous dites l'une des écoles de coding les plus importantes de l'écosystème numérique français, l'école 42, a vu son taux de candidates aux épreuves de sélection passer de 7% en 2017 à 46% en 2021, grâce notamment à une politique de communication et de sensibilisation effective et offensive. Ces chiffres montrent à la fois qu'il est possible de changer les esprits quand on s'en donne les moyens, ça c'est sûr, et qu'il y a une réelle attente des jeunes filles envers le numérique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt juste une simple affaire de communication? Non, ce n'est pas qu'une affaire de communication. C'est en partie une affaire de communication. Mais le sujet des jeunes filles dans le numérique et l'intelligence artificielle est absolument primordial. Pourquoi ? Nous sommes tout simplement en train de construire un nouveau monde. Et c'est ce monde que je veux plus humain. Et une des conditions, c'est évidemment que les femmes soient impliquées, en particulier dans la technique. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple de l'école 42, mais je suis dans différents conseils d'orientation, l'EPITA, le SIEA, il y a Institut, qui sont donc des écoles d'informatique. Et l'enjeu, j'allais dire le problème, l'enjeu de la mixité devient prioritaire. Et ce n'est pas juste une question de mode ou de com', c'est que on ne peut pas faire un monde nouveau si on n'y implique pas 50% de la population. Or, ces écoles, comme la majorité, quasiment toutes, et comme la profession, eh bien, ont environ 15-17% de femmes qui y participent. Donc là, c'est un sujet absolument prioritaire. Et j'ai voulu rendre hommage au travail de Sophie Vigier, la directrice de l'école 42, parce que justement, quand elle est arrivée, elle a été confrontée à ce problème. Et en ayant une politique proactive, elle a réussi à changer les choses. Et donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui devrait être un modèle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai cofondé un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle il y a une dizaine d'années et qui consiste à dire que je ne participe pas à une table ronde, à une émission, s'il n'y a pas au moins une femme, de façon à augmenter leur visibilité. Aujourd'hui, il y a près, je crois, de 500 ou 1000 hommes qui ont signé cet engagement. Voilà, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui influe les tables rondes, les salons, tous les séminaires, parce que justement, il faut laisser la place aux femmes de façon à ce que la jeune fille qui va passer le bac, qui va avoir une excellente note en maths et une mention très bien, si chaque fois qu'elle voit une table ronde sur le numérique où il y a 10 hommes, elle va dire c'est pas pour moi, et c'est ça que nous devons changer. C'est très difficile à changer, parce que pour l'instant, les chiffres ne sont pas bien meilleurs qu'il y a 10 ans. C'est une belle initiative en tout cas que vous portez effectivement avec Jamais sans elle. Vous écrivez aussi dans ce livre, pour un numérique humain, j'en suis convaincue, le numérique peut être un progrès, c'est-à-dire qu'il peut être au service de l'humain dans la lignée de ces évolutions qui ont contribué à l'émancipation des individus. Comment le numérique, Guy, peut-il être humain ? Eh bien, écoutez, je fais référence d'ailleurs à une citation de Victor Hugo, que justement le numérique, je ne parle pas du numérique, mais le progrès en général pour le genre humain ne se réalisera que si c'est un pas collectif. Et de là viennent toutes les conditions dont je parle. C'est par exemple sur l'inclusion. Il est absolument impossible qu'encore en France, on ait 13 millions de Français qui ne soient pas
inclus dans la transformation numérique pour différentes raisons, accès à Internet, électronisme, voilà. Donc toutes ces raisons-là doivent être adressées. D'ailleurs, je milite par exemple pour un droit à l'Internet comme on a un droit à l'eau, à l'électricité. Maintenant, ça devrait être automatique dans chaque maison. On doit pouvoir brancher sa prise. Voilà, c'est un droit fondamental. Et j'en arrive à la conclusion, finalement, qui paraît une évidence, qui est celle de l'acculturation, l'éducation, la formation. Voilà, ça passera par ça si nous voulons avoir un numérique humain. Vous nous dites effectivement qu'on doit avoir les connaissances et les compétences pour rendre ce numérique humain et positif, mais est-ce que la France, aujourd'hui, elle dispose de ces ressources ? Alors, je dirais que la France a des qualités exceptionnelles. J'ai parlé de ces écoles, j'ai parlé de l'école de mathématiques que nous avons. Mais il n'en reste pas moins que dès que l'on parle de numérique en France, on a cette réaction qui est déshumanisation, suppression d'emplois. D'ailleurs, j'avais fait un précédent livre, il y a 5 ans, qui s'appelle « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu », pour adresser justement ce rejet du numérique. Et donc, on progresse, mais tant qu'on verra le numérique négativement, comment voulez-vous que l'on progresse sur son utilisation en général ? Alors, on va parler justement des progrès. Pour terminer cette émission, vous écrivez dans ce livre qu'il est bon ton, je vous cite, de dénoncer à grands cris les réseaux sociaux. Est-ce que ces réseaux, selon vous, ont été un progrès pour nos sociétés ? Alors, bon... C'est une question difficile, Philippine, et je comprends que vous me la posiez, parce que j'ai vu que vous avez lu mon livre avec beaucoup d'attention, donc vous mettez le doigt sur des sujets qui sont très sensibles. Évidemment, quand on voit ce qu'est devenu Twitter, par exemple, on peut crier au loup sur les réseaux sociaux. En même temps, écoutez, par exemple, moi, j'utilise très régulièrement LinkedIn en termes professionnels, et je trouve que c'est un réseau social responsable, bien utilisé, et qu'il est très utile. Donc, c'est toujours la même histoire. Vous savez, on prend souvent l'exemple, et d'ailleurs, je n'étais pas d'accord du tout. Vous savez, avec ces dizaines-là d'entrepreneurs, professeurs qui avaient signé cet appel à ralentir l'utilisation de ChatGPT il y a quelques mois, on n'entend plus parler d'ailleurs. Alors, ils avaient comparé l'intelligence artificielle à la bombe atomique. Et je trouve que c'est une mauvaise comparaison. L'intelligence artificielle, vous devez la comparer à l'atome. Pourquoi ? Eh bien, l'atome, ça a fait la bombe atomique, mais aussi ça a fait la radio et l'énergie. Donc, vous avez toujours, ou comme un marteau, on vous donne un marteau. Voilà, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser en tapant sur la tête des gens, mais aussi pour planter des clous. C'est la même idée, et je crois qu'il ne faut pas attribuer aux réseaux sociaux ou au numérique en général une responsabilité qu'ils n'ont pas. Parce qu'elle n'a pas. Donc, en fait, je reviens à la question d'éducation. Si vous expliquez à un enfant ce qu'est une donnée, ce qu'est un algorithme, et ça, il faut le faire depuis le début, eh bien, il saura pourquoi Facebook est gratuit. Et il va l'utiliser avec peut-être plus de prudence. Donc tout ça, c'est pour ça, en fait, l'objet de mon livre, c'est de passer cette idée que... D'ailleurs, c'est Bergson qui l'a dit mieux que moi, et ça sera peut-être le mot de la conclusion. Notre futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Voilà. C'est entre nos mains, nous, parents, professeurs, voilà, et responsables politiques. Et ben voilà, vous avez tout à fait raison. Guy Mamoumani, c'était le mot de la fin. Ça s'appelle « Pour un numérique humain, les 8 conditions d'une transformation réussie ». Je vous conseille évidemment ce livre qui parle aussi beaucoup, et on en a parlé aujourd'hui, d'école et de numérique. Merci d'avoir été parmi nous, Guy. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci aussi à vous, Milly, pour cette chronique sur l'enfant intérieur. Effectivement, on a appris plein de choses, comme à chaque fois avec vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV, comme tous les jours. Bonne journée.